très clairement, l'unité, c'est une valeur positive dans la population. Les gens, ils aiment voir des gens qui, à la base, n'étaient pas ensemble, se mettre ensemble. C'est peut-être aussi con que ça, pardon, mais c'est une valeur positive. Et aujourd'hui, vous avez, je sais pas, à chaque fois que je vais à une initiative, vous avez forcément une personne qui va me dire quand est-ce que vous vous mettez ensemble. Il y a un côté, je sais pas, je crois que c'est pas du tout une comédie romantique tout ça, mais les gens, ils aiment bien que ça se finisse bien et que les gens se mettent ensemble, quoi. Donc, mais au-delà de ça, je pense qu'en tout cas dans la période actuelle et sur la période NUPES, je veux bien revenir à Front de Gauche ensuite, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont conscience de la séquence qu'on vit. C'est pas juste qu'ils trouvent ça beau qu'on soit ensemble. C'est une valeur positive, le rassemblement est une valeur positive, mais il y a conscience aussi du fait qu'il y a un risque fasciste, que l'extrême droite peut prendre le pouvoir en 2027 et que d'ailleurs elle n'a pas forcément besoin encore seulement de prendre le pouvoir, que déjà dans les consciences elle avance à grands pas et que donc le rassemblement il n'est pas juste joli, il est absolument nécessaire pour permettre de déjouer ce scénario. Il n'est peut-être même pas suffisant encore, mais c'est la base, quoi, je dirais. Bonjour Elsa Faucillon, Bonjour. vous êtes députée communiste des Hauts-de-Seine, donc vous êtes au PCF depuis 2006. On ne va pas revenir dans l'entretien sur le parcours qui vous a amené au PCF, où vous avez pu en parler un peu il y a quelques semaines, l'entretien que vous avez mené avec Baxit. Ouais. Mais donc très rapidement, donc vous avez deux parents syndicalistes CGT et communistes, la double séquence avec le référendum par rapport au traité constitutionnel européen en 2005, où il s'agit en gros de transformer les règles néolibérales en loi fondamentale, ouais. Où le non finit par l'emporter, même si voilà, Sarkozy après le faire passer après sa réélection, après son élection avec le traité de Lisbonne. Puis la lutte contre le contrat à première embauche, donc une grande lutte étudiante et un peu au-delà en 2006, qui est une des dernières luttes victorieuses en France. Ouais. Vous êtes devenu conseillère municipale de Gennevilliers en 2014, conseillère départementale des Hauts-de-Seine en 2015, puis donc députée des Hauts-de-Seine en 2017. Vous avez été réélu en 2022. Vous militez pour l'Union de la gauche et en 2018, vous aviez déposé au congrès du PCF une motion pour une alliance avec la France Insoumise. En juin 2019, après le mouvement des Gilets jaunes, vous avez initié, Clémentine Notin, un appel pour un Big Bang de la gauche. Donc voilà, on va essayer, par rapport à l'entretien que vous avez mené avec Baxit, à ne pas faire trop de doublons. Donc on ne reviendra pas ici sur le combat par rapport à la fin de vie. D'accord. Et pas trop non plus sur toutes les questions d'alliance au sommet par rapport aux européennes, par rapport à 2027. Donc comme question d'amorce, il y a quand même les élections européennes là, qui sont à venir. Sur la liste de la France Insoumise, ils ont pu mettre en avant une figure comme Rima Hassan, donc juriste française d'origine palestinienne, qui a été très attaquée dès le départ, parce qu'en fait elle est pro-palestinienne. On a l'impression que sur cette séquence-là, la force de gauche qui a le plus tenu la ligne, peut-être avec certaines maladresses, mais c'est la France Insoumise, alors que le PCF, historiquement, est très pro-palestinien. Donc, est-ce serait possible de revenir sur cette séquence avec le génocide en cours à Gaza, sur peut-être la ligne de Roussel par rapport à ça, et puis de manière plus générale, ce qui s'est passé en France, un peu les lignes de fracture que ça montre. Ouais. Bon, d'abord, effectivement, Rima Hassan a été particulièrement attaquée, ciblée comme femme palestinienne et comme militante. Et elle a été attaquée parce qu'elle porte justement la voix des Palestiniens et des Palestiniennes, et que toute la stratégie d'invisibilisation de ce qui se passe en Palestine consiste justement à faire taire d'abord ces voix palestiniennes ou celles et ceux qui les soutiennent. Et ça fait quelques années maintenant qu'on voit des manifestations interdites, un harcèlement fréquent de toute personne qui va s'exprimer en faveur juste de
la liberté des Palestiniens et des Palestiniennes, de leur droit à l'autodétermination. Et puis on a vu aussi au fur et à mesure s'infiltrer des accusations en antisémitisme pour toute personne qui remettait en cause les choix du gouvernement israélien. Juste ça, c'est-à-dire il n'y avait même pas la question est-ce que vous êtes antisioniste, mais simplement le fait de remettre en cause les choix du gouvernement israélien consistait à mettre un trait d'égalité entre cette contestation et de l'antisémitisme. Et en fait, il s'agit d'une bataille politique et d'une bataille culturelle devant laquelle je crois qu'il ne faut absolument pas céder. Et la période nous montre combien il ne faut pas céder. Parce que, évidemment, il y a ce qui se passe et les attaques du Hamas le 7 octobre. Et ça, on ne peut évidemment pas les effacer. En revanche, on ne peut pas penser que tout ça a commencé le 7 octobre. Et qu'aujourd'hui, les choix faits par Netanyahou sont en fait un prolongement du projet colonisateur qui était d'ailleurs à l'œuvre avant Netanyahou. Mais Netanyahou est d'abord un militant d'extrême droite qui veut pousser jusqu'au bout, avec une détermination jusqu'au boutiste, son projet de colonisation, qui avait une réalité déjà en Cisjordanie, elle est en train de s'amplifier, et qui prend un tournant effectivement génocidaire à Gaza, avec plus de 30 000 morts aujourd'hui, dont la moitié sont des enfants. Et donc heureusement qu'il y a des voix comme celle de Rima Hassan, comme d'autres, pour permettre de continuer à faire entendre le besoin d'une solution politique, le besoin d'un cessez-le-feu pour cette solution politique. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de militantes et de militants communistes qui continuent de porter cette voix, qu'on retrouve dans toutes les initiatives. Et que je rappelle qu'il y a un an, les députés du groupe communiste avaient placé dans leur journée d'initiative parlementaire une proposition de résolution pour reconnaître le régime d'apartheid en Israël. Donc en tout cas, je crois que la force communiste, au sens large, reste extrêmement présente dans ce combat. J'étais il y a 2 jours à une initiative pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah. J'y ai vu beaucoup de communistes continuer à porter cette cause à la fois d'un cessez-le-feu, mais aussi simplement d'un refus, un refus de la colonisation. Alors là, dans ce que vous dites sur l'impossibilité de dire quoi que ce soit, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux le fait qu'Anas Kazib avait été convoqué au poste par rapport à sa ligne pro-palestinienne. On l'a accusé du coup d'apologie du terrorisme, ce qui a été fait sur très nombreux militants depuis les 6 derniers mois, hein. Avant aussi, mais là de manière assez intensive. Je n'ai pas précisé là, dans la question sur la Palestine que vous travaillez avec la députée écologiste Sabrina Sebaï pour saisir la Cour pénale internationale. Ouais. Et vous venez de co-signer avec Jean-Paul Lecoq une tribune dans l'Humanité à l'occasion c'est pas une célébration, mais des 6 mois du 7 octobre, donc le 7 avril. Est-ce que vous pourriez revenir également au-delà du rôle que les communistes jouent dedans sur ce mouvement dont on parle assez peu, mais qui ont quand même été des manifs assez massives, et donc le mouvement pro-palestinien qui s'est exprimé au départ malgré les interdictions de manifestation? D'abord, il faut dire que ce mouvement qui existe depuis des décennies, je le redis, il est attaqué depuis un certain nombre d'années. En fait, même avant le 7 octobre, les dernières manifestations, les dernières grandes manifestations pour soutenir le peuple palestinien dans son mouvement de résistance, ce sont des manifs qui, sous Darmanin, ont été elles aussi interdites. Et qui subit aussi cette bataille politique, qui est une bataille politique qui accompagne l'impunité d'Israël dans son mouvement colonisateur. Et donc on voit bien comment, pour celles et ceux qui veulent faire valoir tout simplement ce droit à l'autodétermination des peuples, et d'un peuple là en particulier, combien cette mobilisation elle est rendue difficile. Ce qui explique certainement aussi pourquoi en France, particulièrement, on a vu au départ des manifestations peut-être de moindre ampleur que dans d'autres pays, je dirais en Europe ou dans le monde occidental plus généralement.
souvent, on entend les politiques français expliquer on ne va pas importer le conflit israélo-palestinien en France. Mais moi, ce que je vois, c'est surtout que nos gouvernants, depuis un certain nombre d'années, en réalité, calquent leur vision de la France, ou une vision politique française, la leur, sur l'extérieur, faisant du conflit israélo-palestinien, le terme est mauvais, mais c'est comme ça qu'ils le nomment, une bataille ou une guerre religieuse. Mais ce n'est pas le cas. On a là une guerre coloniale qui est menée contre les Palestiniens et les Palestiniennes. Et donc, on voit bien qu'en France, en tout cas, même si ça a des réalités parfois identiques dans d'autres pays, en tout cas, il y a quelque chose qui se joue là, qui attaque de manière très forte toutes celles et ceux qui se mobilisent, et qui parfois aussi, d'ailleurs, a des liens avec l'islamophobie. Comme ils en font une bataille religieuse, il y aurait les musulmans qui seraient les Palestiniens, et les juifs qui seraient les Israéliens. On voit combien l'islamophobie peut aussi, quelque part, se retrouver pour attaquer celles et ceux qui défendent les Palestiniens dans leur mouvement de libération. Et donc, je crois que ça a expliqué aussi comment des manifestations auraient pu avoir une plus grande ampleur et combien elles ont été peut-être un peu limitées au départ, et puis le mouvement d'interdiction, tout simplement. Je vois qu'elle prend un peu plus de conséquences sur ces dernières semaines, mais certainement pas encore assez pour pouvoir faire une pression suffisante sur notre gouvernement pour passer de la parole aux actes. On a mis beaucoup de temps déjà, en fait, à ce que le gouvernement soit très clair sur une demande de cessez-le-feu. Beaucoup de temps pour qu'il y ait une résolution de l'ONU qui appelle clairement aussi au cessez-le-feu. Maintenant, on n'a plus le temps, en fait. C'est déjà trop tard, d'ailleurs, mais on n'a plus le temps pour qu'il y ait une pression par les actes qui soit menée sur Israël pour que ça cesse, parce qu'en fait, ils ont une impunité tellement forte depuis des années. Qu'est-ce que ça leur coûte aujourd'hui, cette espèce de pression langagière, cette pression réputationnelle? Rien. Donc en fait, maintenant, il faut passer à une pression qui touche à leur économie, une pression qui touche aux armes. Il y a besoin de ça pour qu'ils sentent qu'ils ont plus à perdre en continuant que si... Enfin, voilà. Il faut pour qu'ils arrêtent, il faut qu'il y ait une pression, quoi. Une pression forte. Voilà, il y a Biden qui a fini par taper un peu, je crois que c'est le titre de l'article de Mediapart, qui finit par taper un peu du poing sur la table, mais donc après 6 mois de massacre. Et parce qu'en fait, il réalise que la pression, elle peut aussi être électorale, mais c'est pas que ça. Ouais, bien sûr. Il réalise que ça risque de lui coûter sa réélection. Ouais, c'est ce qu'on appelle le mouvement des opinions. Et je pense que certains sont en train de prendre conscience que les opinions, y compris dans le monde occidental, voient bien le génocide en cours. Parce que celui-là, il est très clair, il se déroule en direct sous nos yeux. On voit... Je veux dire, le gouvernement israélien ne se cache pas de commettre un génocide dans les mots, quand il parle d'animaux à la place des Palestiniens, quand il dit qu'il faut qu'il n'y en ait plus, on va tout nettoyer, etc. Le langage chez eux, et le langage et les actes sont très clairs du point de vue de cette guerre génocidaire qui est en cours. Et donc je crois que, enfin c'est un peu bête de le dire comme ça, mais les gens à travers le monde, ils aiment pas voir des enfants morts, enfin pardon de le dire de cette manière-là, mais presque un peu bébête, mais en fait c'est une réalité. Et donc je pense que les gens voient à la fois qu'il y a une guerre, un nettoyage ethnique en cours. Ils voient bien que c'est Israël et son armée qui mènent cette guerre-là. Et en plus, je pense que les gens sont attachés à la liberté des peuples, à choisir eux-mêmes leur destinée. Donc oui, je crois qu'il y a des opinions qui se font entendre et qu'il y a des gouvernants qui se rendent bien compte qu'en réalité, ne rien dire, qui est une forme de complicité, ça peut leur coûter cher. Mais j'ai envie de dire, quelque part, tant mieux qu'ils commencent à l'entendre. Et moi, ce que je pense, c'est qu'on doit s'appuyer là-dessus pour dire que les mobilisations, elles ont un effet et qu'elles peuvent compter. Donc tous les appels qu'il y a à des mobilisations, à des initiatives, eh bien, celui ou celle qui prend sa part peut compter dans cette destinée du monde. On a parfois l'impression qu'il y a un peu un certain cloisonnement des partis de gauche ou pas de gauche.
Alors, il faut quand même rappeler que le PC est le parti avec le plus adhérent encore aujourd'hui. Bon, alors, ça s'est complètement effondré par rapport à des... À gauche, hein. Oui, à gauche. Ouais. Alors je crois que c'est les Républicains ou je sais pas quoi, peut-être un peu plus. Mais ils sont peut-être un peu moins militants aussi. Donc juste avoir sa carte, bon, ça n'a peut-être pas la même signification. Mais donc ça représente encore plusieurs dizaines de milliers de personnes. Alors les chiffres, parfois ils disent 100 000, parfois ils disent en fait c'est plutôt 50 000 qui sont... Voilà. Donc ça représente encore une force assez considérable. Mais on a l'impression de l'extérieur que peut y avoir une dimension un peu cloisonnée. Bon, du coup, pour le coup, qu'on retrouverait moins au sein de la France Insoumise, mais aussi avec une dimension négative, avec cet aspect de parti-mouvement. Donc voilà, en fait, c'est une espèce d'investissement très léger où les gens ils viennent quand ils veulent venir, un truc un peu à la carte. Enfin, tout ça pour dire, est-ce que là, des mouvements comme ce qui se passe par rapport à Gaza, à la Palestine, parce qu'en Cisjordanie, c'est extrêmement compliqué aussi. Est-ce que ça permet à la base de créer des solidarités, de permettre à des groupes qui d'habitude ne se rencontreraient pas, à des gens qui d'habitude ne se rencontrent pas forcément, de créer des liens militants qui après perdurent? Donc là, lors de ce mouvement-là, ou comme vous dites, des mouvements de Palestine, en fait, vu la situation là-bas, il y en a de manière relativement régulière. Donc voilà un peu Vous voulez dire entre militants de différentes organisations, est-ce que ça peut créer des liens, ces moments-là? Alors, pas forcément entre les militants des différentes organisations de gauche, mais là, par exemple, entre des militants communistes et des personnes qui peuvent être militantes ou pas, mais pas forcément encartées dans des partis de gauche, mais qui vont s'investir dans le mouvement Palestine, parce que c'est une question qui est extrêmement importante pour elle et eux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que chez les communistes en particulier, la question de la Palestine a régulièrement été une entrée en politique, un moment de politisation. Et en plus, quand on parle de questions internationales comme ça, là où je trouve que c'est particulièrement intéressant, pardon, parce que je ne voudrais pas qu'on pense que ces moments-là sont intéressants parce qu'ils font venir des militants. Non, ce que je crois, c'est que c'est intéressant parce que c'est un moment de conscientisation et un moment de politisation sur lequel on a presque toutes les entrées. C'est-à-dire qu'on va avoir la question des droits humains, on va avoir des questions géopolitiques, on va avoir des questions aussi qui ont trait à l'exploitation au travers justement des colonies, donc des questions économiques. Plein d'entrées en réalité qui peuvent consister à lui-même un sujet d'entrée et de formation marxiste presque. Hein. Donc oui, c'est toujours en tout cas, je crois qu'il y a beaucoup de militants et de militantes communistes qui sont arrivés au Parti communiste via la question palestinienne, comme pour des générations peut-être plus anciennes, comme pour l'Afrique du Sud, la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud a été un moment de politisation et d'entrée en politique via les jeunesses communistes ou via directement le Parti communiste. Donc je pense que la situation actuelle, évidemment, va créer aussi certainement des moments de politisation pour nombre de personnes. Après, peut-être on peut le dire comme ça, est-ce que le Parti communiste est identifié actuellement comme le parti vers lequel se tourner pour poursuivre ce combat-là? Ben là, j'ai peut-être un doute, oui. Alors même que, je le redis, il y a beaucoup de militants et de militantes communistes et du PCF qui sont très impliqués dans cette question, sur cette question, mais je ne sais pas si nous nous sommes illustrés par nos prises de position, et je parle des dirigeants communistes, comme étant le meilleur relais, le meilleur vecteur pour tenir cette lutte, y participer et la poursuivre. Voilà. Je ne sais pas si j'ai complètement répondu à votre question. Désolée, mais... Ça fait le travail. Ok. En parallèle des manifs Palestine et de ce qui se passait notamment à Gaza, donc aussi en Cisjordanie, le gouvernement avait passé la loi immigration. Ouais. Donc ça crée vraiment une séquence, on va dire, cohérente. Leur attitude par rapport à l'État israélien et ce qui se passait en Palestine. Et cette loi-là, et puis ça crée une atmosphère assez détendue pour tout le monde, quoi. Donc voilà, là on va revenir sur ce thème un peu qui constitue une de vos activités en tant que député.
Donc vous êtes rapporteuse d'une mission d'information sur les mineurs non accompagnés. Vous venez de déposer une résolution pour demander la création d'une commission d'enquête sur la gestion des frontières à Calais. Vous êtes allé il y a quelques semaines avec l'association d'aide aux personnes exilées Utopia 56. Vous allez déposer 2 propositions de loi sur le sauvetage en Méditerranée et dans la Manche. Et donc au cours de l'examen de cette fameuse loi immigration, vous avez participé à initier un travail avec la NUPES pour déposer des amendements communs. Voilà, ce serait possible de revenir un peu sur ces différents thèmes. Ouais, alors là, il faudra me couper, parce que je peux être longue sur le sujet. Déjà, je dirais le soutien aux personnes exilées dans le pays ou aux personnes ou aux travailleurs et travailleuses sans papier, je dirais que c'est vraiment un peu au fondement de mon engagement politique. Ça fait partie des premières luttes menées dès que je me suis réellement engagée en politique. Donc je m'étais quand même promis de ne pas lâcher ce sujet une fois élue et une fois députée. Et là, maintenant, je suis membre de la commission des lois. Donc c'est l'espace à l'Assemblée nationale qui traite prioritairement de ces questions. On avait déjà eu un texte en 2018, la loi Asile et Immigration, qui était présentée par Gérard Collomb et qui avait déjà révélé pas mal de choses en fait, sur Macron et sur l'immigration. Lui qui en 2017 s'était quand même fait connaître et fait élire, pas simplement sur « je serai le rempart face à l'extrême droite », tel qu'il l'annonçait, mais aussi sur l'idée très libérale sur le plan économique, mais se revendiquant comme libérale aussi sur les droits des personnes. Et d'ailleurs, il y avait pas mal de gens, des ONG qui peuvent être des gens très en lien justement avec les exilés et leurs venants en aide, qui avaient presque été séduits par ce discours. Et puis dès 2018, avec la loi Asile-Immigration, en fait, le premier mot qui vient dans ce texte, c'est l'expulsion, c'est le rejet, etc. Et sur ce texte, celui qui était là en 2023, présenté par Gérald Darmanin, on a une séquence qui est très clairement une séquence qui met en avant des thèses xénophobes et des thèses racistes. Enfin, il faut être très clair. Et même avant la fameuse CMP où les Républicains, avec des thèses reprises de l'extrême droite, en rajoutent et fait en sorte de faire entrer la préférence nationale dans la loi. Mais je dirais qu'avant ça, il faut se souvenir de toute la séquence de communication de Gérald Darmanin. Cette séquence, elle commence 1 an avant. Et elle commence, peut-être on ne le voit pas venir à ce moment-là, mais avec la volonté d'expulser l'imam Iqiyoussen. Certes, ce personnage tient des propos tout à fait scandaleux, qui d'ailleurs auraient pu se retrouver très clairement en justice, mais Darmanin ne fait pas ce choix-là. Il utilise très, très clairement en fait, cette séquence pour commencer à faire entrer dans les consciences à la fois l'idée de la double peine, mais aussi de la levée de tout un tas de protections qui existent aujourd'hui dans nos textes pour mieux expulser des personnes qui sont pourtant présentes depuis longtemps dans la société française. Et visiblement avec lequel on a eu échec à ce qu'il y ait certaines valeurs partagées. Mais ça existe aussi chez des personnes qui ont la nationalité française. Et donc il y a cette séquence-là. Et puis ensuite, un peu plus tard, il y a une séquence un peu plus rapide d'ailleurs sur la question des travailleurs et travailleuses sans papier dans les métiers en tension. Donc là, il arrive avec Olivier Dussopt en disant on va les régulariser. Et puis très vite, il dit on va être méchant avec les méchants et gentil avec les méchant avec les méchants, gentil avec les gentils. Et donc en fait, le méchant, c'est cet imam. Et puis les gentils, c'est ceux qui acceptent de faire des boulots hyper durs, mal payés, dans les boulots qu'on aura choisis pour eux. Et donc le décor est planté. On a le méchant musulman. Alors certes, je le redis, il a tenu des propos scandaleux, mais le décor est planté, on peut l'expulser comme on veut. Puis il y a ceux qu'on tiendra le patronat pourra tenir avec un titre qui sera un titre fragile. Et donc ça, c'est la loi immigration ensuite qui arrive, qui certes a été repoussée au moment de la séquence retraite, mais c'est celle-là en tout cas que le gouvernement et que Macron veut faire passer à tout prix, quitte à accepter d'y faire entrer des articles qui, je le redis, sont des articles qui reprennent des lignes, des programmes
du Front National, puis du Rassemblement National depuis des décennies. Donc à considérer qu'il y a des choses qui vaudraient pour ceux qui ont la carte d'identité française et qui ne vaudraient pas pour ceux qui sont nés ailleurs. Donc qui remettent en cause des très grands principes, parce que souvent on parle du droit d'asile et on a raison. Le droit d'asile, il vient de la Révolution française, il est une conquête sociale de la Révolution française. Mais l'hospitalité, le fait que notre nation et le droit à la nationalité ne soit pas un truc biologique, mais soit justement une conquête politique, une conquête sociale, ça c'est au fondement de notre nation depuis des siècles et des siècles. On commence à en entendre parler dès 1515. Donc en réalité, ceux qui tentent de s'approprier l'histoire française, en généralement d'ailleurs la galvaudant complètement, en la remaniant, en faisant un truc pur jus de racines judéo-chrétiennes, etc., bizarrement, ils oublient toujours cette séquence, quoi. Celle qui fait du droit à l'hospitalité, à accueillir quelque chose qui est au fondement aussi de notre nation. Celle-là, ils la passent sous silence pour pouvoir un peu mieux avancer leur thèse raciste et leur thèse xénophobe. C'est pour ça que moi j'avais à cœur particulièrement que sur cette séquence, malgré, je vais dire, un peu les déboires de la NUPES depuis quelques mois, qu'on soit en capacité d'être fort sur cette séquence, d'être unis, parce que j'avais conscience, et d'autres avaient conscience, que ça allait être une offensive réactionnaire très forte, sur laquelle on ne pouvait évidemment pas compter sur la majorité relative, sur les macronistes, et que la droite et l'extrême droite allaient mener une offensive puissante. Et que donc on ne pouvait pas arriver divisé dans cette séquence. C'est le sens que je donne au fait d'avoir travaillé à des amendements communs, mais des amendements, ça peut paraître ridicule. L'idée, c'était qu'on ait des mots communs, qu'on ait une énergie commune pour pouvoir mener la bataille. Et de manière plus précise, est-ce que vous pourriez revenir sur les enjeux par rapport à la gestion des frontières à Calais, qui est un endroit où il se passe des choses dont on parle aussi très très rarement. Ouais. Alors en fait, donc, on va parler de Calais, mais en réalité c'est toute la côte de la Manche, enfin toute la côte nord et du Pas-de-Calais qui est concernée. En 2003, la France elle a signé avec l'Angleterre ce qu'on appelle les accords du Touquet. C'est un traité qui en réalité fait passer la frontière anglaise, non pas simplement au milieu de la mer, mais vraiment sur les côtes calaisiennes. Et donc ce qui fait reposer sur la France, sur les autorités françaises, le fait de gérer cette frontière pour l'Angleterre sur les côtes françaises. Donc on devient en fait, et on demande les gouvernements demandent à la police française de devenir le bras armé en termes d'immigration de l'Angleterre. Tout ça aurait dû en réalité sauter avec le Brexit, puisqu'il n'y a plus ce lien Union européenne qui fait que nos frontières sont communes et il n'y a plus du coup non plus ce qu'on appelle le dublinage, peut-être pour être un peu précise, le fait que quand un exilé arrive en Europe dans un pays, c'est le pays où il est enregistré qui devient le pays qui doit traiter sa demande d'asile ou sa demande de titre de séjour. Avec le Brexit, tout ça aurait dû sauter. Et pour ma part, ça aurait dû sauter avant, mais en tout cas, au moins, ça aurait dû le mettre en cause. Et d'ailleurs, même Emmanuel Macron, alors encore ministre, avait dit « il faudra revenir sur les accords du Touquet ». Pour le moment, pas de bouger. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'en plus, on a une politique migratoire assumée en France, qui est une politique qui tourne le dos complètement à l'accueil. Et c'est un euphémisme, parce qu'à Calais, il y a ce qui s'appelle le zéro point de fixation, depuis que la jungle a été démantelée à Calais, avec l'idée qu'il ne faut plus qu'il y ait personne qui s'installe. Donc on a un urbanisme totalement délirant qui installe des espèces de grosses pierres dans un endroit où ça n'a aucun sens, avec des barbelés très hauts pour pas que les gens passent. Il y a la police à qui il est ordonné de venir toutes les 24 heures, 48 heures, pour faire en sorte que les tentes et les affaires personnelles des exilés soient prises. On a vu aussi des images de tentes lacérées, de gens qui, alors qu'ils sont en train de dormir, subissent des gaz lacrymogènes. Donc il y a l'idée, il ne faut pas que ça s'installe. Ce qui est
un peu contradictoire, on pourrait le dire, avec les accords du Touquet. Parce qu'on empêche les gens de passer, et en même temps, on ne les accueille pas sur le territoire français. Et puis, ça va plus loin encore, c'est que les gens, de toute façon, tentent le passage pour aller en Angleterre. Ils le tentent parce que ils ont de la famille là-bas, parce que parfois ils sont anglophones, parce qu'ils pensent qu'il y a une forme d'Eldorado qui peut se produire là-bas. Et donc, de toute façon, ils cherchent à passer, coûte que coûte. Et donc, ils prennent des embarcations de fortune, ils font des économies pour pouvoir passer, ça leur coûte très cher. Et parfois, il y en a certains qui trouvent la mort. Mais en plus, maintenant, il y a la police française, et ça a été documenté par un consortium de journalistes, qui va à l'encontre de tout ce qui est légal, y compris en droit de la mer, en droit maritime, pour aller en fait faire chuter des embarcations qui sont déjà à l'eau. Ça, c'est interdit. On n'a pas le droit de faire ça, parce que tout simplement, c'est dangereux. Et d'ailleurs, ils n'y vont pas avec des canots de sauvetage pour faire ça. Ils n'y vont pas en disant « ne partez pas, venez, on vous met dans un lieu sûr, sur une embarcation sûre ». Ils le font, ils acèrent soit le canot pneumatique, soit ils tournent autour pour le faire chavirer. Et donc, on a des gens qui se retrouvent là, à l'eau. Il faut savoir qu'il y en a certains qui ne savent pas nager, certains qui n'ont pas de gilet de sauvetage. Et donc, ça, c'est des pratiques qui mettent en danger très clairement les gens. Nous, on pense que d'abord, il faut documenter tout ça. Est-ce que ce sont des initiatives individuelles de policiers? Et dans ce cas-là, il faut des sanctions. Ou est-ce que ça fait partie d'ordres qui sont donnés? Et auquel cas, pareil, c'est extrêmement grave. Et donc, il faut que les ministres concernés soient mis devant leurs responsabilités. Et puis ensuite, il y a des choix politiques. Et donc, très clairement, moi, je pense qu'il faut arrêter ça. Et que si on veut que les gens ne risquent pas leur vie, eh bien, il faut à la fois des voies légales sûres, mais aussi on pourrait avoir des gens qui sont payés par l'État pour expliquer d'abord que c'est dangereux de traverser, mais aussi qu'il peut y avoir des demandes d'asile. Parce que parmi ceux qui tentent de passer en Angleterre, il y a par exemple des Afghans. Ils peuvent faire leur demande de droit d'asile en France, mais il y a d'autres nationalités qui peuvent faire cette demande de droit d'asile aussi, ou à qui on peut dire qu'il y a de l'accueil qui est possible en France. Donc forcément, moi, c'est des sujets qui continuent de me tenir beaucoup à cœur parce que, tout simplement, moi, j'ai quand même l'impression qu'à ne pas regarder ces situations-là ou à quelque part les banaliser, à se dire qu'elles existent et que c'est comme ça, on rompt et on perd un peu chaque jour de notre humanité. Donc ça, c'est la version peut-être qui peut, je dirais, emporter les choses un peu largement dans le pays, parce que je crois qu'il y a des gens qui sont attachés à cette humanité-là. Et puis, moi, je trouve que c'est aussi un sujet politique sur lequel on ne doit rien lâcher, parce qu'on voit bien que quand on lâche, quand on n'est pas présent sur ces sujets-là, il y a une offensive droitière, une offensive réactionnaire, une offensive raciste qui, elle, gagne du terrain chaque jour parce qu'elle amène cette bataille culturelle-là, elle amène cette bataille politique. Et donc, bien sûr que l'immigration n'est pas le sujet premier dans la population française, et je dirais tant mieux. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir remplir leur frigo, avoir un boulot qui les intéresse et qui est suffisamment rémunéré, pouvoir faire des choix dans leur vie. En fait, tout simplement une forme de liberté, quoi. Mais en revanche, la question de l'immigration, elle est investie et instrumentalisée, justement souvent à la fois pour faire diversion sur les choix politiques qui rompent avec l'égalité et la liberté, et elle est un terrain investi aussi pour y défendre des thèses réactionnaires et racistes. Donc nous, si on la mène pas, cette bataille culturelle-là, forcément on la perd, quoi. Donc pour moi, c'est un sujet humain assez primordial, et un terrain politique, un sujet politique dans le cadre de la bataille culturelle de gauche qu'on doit mener. Par rapport à la gravité extrême des situations dont vous parlez et les thèmes plus quotidiens que vous mentionnez aussi à la fin, à savoir avoir envie d'avoir un travail qui nous intéresse suffisamment, qui est suffisamment bien rémunéré. C'est qu'on a l'impression donc, que dans les deux cas, c'est des sujets qui sont éminemment politiques, mais que énormément de Français considèrent la politique un peu comme la tambouille des appareils, quoi. Et qu'il y a un côté un peu écœurant.
Du coup, je vais mentionner parce que vous avez un podcast qui s'appelle La Permanence. Ouais. Donc là, je vais lire la description du podcast, ça fait juste quelques lignes. Donc, ce podcast se veut une extension de ma permanence en circonscription où j'accueille les habitants pour des rendez-vous individuels sur divers sujets tels que le logement, le titre de séjour, l'emploi ou encore les violences conjugales. Donc voilà, dans cette question-là, je voudrais revenir sur la dimension que vous avez, être quand même relativement proche de votre circonscription, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les députés. Et sur les luttes locales, donc là je sais que vous êtes engagé actuellement dans une lutte pour la régularisation des travailleurs RSI indépendants. Donc est-ce serait possible de revenir un peu sur cette dimension du travail de représentante qui n'est pas souvent mise en avant, où justement on visualise un peu les apparatchiks avec les luttes d'ego, les luttes d'appareils, et sur les alliances de terrain qui peuvent s'opérer dans ces luttes avec différents groupes militants. D'abord, moi si j'ai choisi de faire de la politique, et je dirais particulièrement en choisissant le Parti communiste, c'est parce que justement la pratique militante pour moi elle est vraiment le cœur de l'engagement politique en fait. S'il n'y a pas de militante et de militant, s'il n'y a pas de militantisme, je ne vois pas comment on permet, et je dirais d'autant plus à gauche, parce qu'on n'est pas sur l'idée, il y a un chef qui dit, et puis ensuite les choses se passent. Pour moi, la politique, c'est faire de la politique avec les gens. Voilà. Sinon, c'est défendre des idées politiques, mais c'est pas faire de la politique. Et d'ailleurs, je dirais que tout ça est fortement questionné dans la période, parce que même si on reste une organisation avec plus de militants que d'autres organisations, je considère que c'est inquiétant pour nous à gauche d'avoir des organisations avec si peu de militants aujourd'hui. Parce il faut très certainement réinterroger ce que peut être la pratique militante, la militance tout court. Mais en tout cas, il faut considérer que c'est important et que doit y avoir une place importante pour la pratique militante dans le fait de faire de la politique. Donc moi, quand je fais ce podcast sur la permanence, c'est pas pour dire regardez, moi j'ai une pratique militante, etc. C'est vraiment pour justement tenter de montrer ce lien entre ce qu'est la vie des gens, et des choses parfois qui ont l'air très anecdotiques, un parcours administratif compliqué, un dossier de retraite qui a du mal à être complètement terminé, une personne qui risque de perdre son emploi parce qu'un titre de séjour n'est pas arrivé, une AESH, donc je parle d'une accompagnante d'élèves en situation de handicap qui n'arrive pas à joindre les deux bouts et qui va peut-être perdre son boulot parce qu'elle n'a pas de mode de garde pour son propre enfant. Toutes ces situations que je vois dans ma permanence parlementaire, elles sont éminemment politiques. Parce qu'elles révèlent des choix politiques. Une organisation de l'État, une loi qui est passée, une autre loi qui devrait avoir lieu, un discours politique qui va stigmatiser telle partie de la population. Tout ça, en réalité, eh bien, ça a des choix sur la vie des gens, sur leur corps, sur leur quotidien, etc. Et donc, pour moi, la permanence, c'est aussi un appel aux citoyens et aux citoyennes, comme un appel à non pas rejoindre un parti politique, reprendre une carte, mais à mêlez-vous de ça. Mêlez-vous de ça parce qu'en réalité, vous êtes peut-être désespéré de personnalité politique ou de discours politique, mais en réalité, ce qui vous arrive, ce qui se passe, tout ça, c'est de la politique. Donc je sais que ça ne suffit pas, suffit pas. J'ai fait plein de campagnes de porte-à-porte, etc., en disant aux gens, si vous ne votez pas, la politique, elle s'occupe de vous. Je sais très bien que ce n'est pas très performatif comme discours. En revanche, j'y crois quand même beaucoup à cette phrase. C'est-à-dire que je me rends bien compte qu'elle ne suscite pas d'un seul coup des foulées de gens qui viennent dans les bureaux de vote s'en mêler ou qui viennent prendre leur carte à des partis politiques. Mais en revanche, je trouve que, quelque part, c'est aussi une bataille culturelle à mener que de dire tout ce quotidien, il est politique. Tout ce quotidien, il vous concerne, et tout ça, en réalité, eh bien, moi, en tout cas, j'aurais presque envie de m'effacer à un moment si
si ce mouvement citoyen, il finissait par investir massivement la politique et à s'en mêler. À la fois, je dis ça, j'ai conscience qu'aussi, rien n'est tellement fait la plupart du temps pour qu'ils y trouvent complètement leur place. Mais voilà, moi je suis attachée en fait à l'idée que, et en tout cas c'est ce que j'essaie de faire vivre dans ma circonscription, même si des fois on est trop happé par l'Assemblée nationale, ce que j'aime profondément dans la pratique militante, c'est pas forcément de distribuer des tracts, même s'il faut le faire, c'est de tenter toujours de faire vivre des expériences politiques aux gens. Donc je donne un exemple, il y a l'exemple des RSI, donc c'est des travailleurs sans papier qui sont mis en grève. Et d'ailleurs, c'est eux qui l'ont fait. Il n'y a personne en politique qui est venu leur dire « faites grève ». En revanche, on les a rejoints pour soutenir et pour accompagner et mener avec eux cette expérience politique, c'est-à-dire pouvoir faire des choix, mener une stratégie, la décider ensemble, faire en sorte qu'ils rencontrent le ministre eux-mêmes, le ministre de l'Intérieur, des rassemblements devant la préfecture. Mais c'est vrai aussi quand on mène une action sur le logement, par exemple. C'est bien qu'il y ait des élus qui mènent cette action pour qu'il y ait du logement social. Mais en fait, c'est beaucoup mieux quand on mène une campagne de long terme et qu'il y a des locataires ou des gens qui attendent un logement qui mènent cette bataille-là. Parce que je crois que quand on mène une expérience politique de ce type, une bataille, en réalité, ça reste chez les gens. L'idée que, même parfois s'ils l'ont perdu d'ailleurs cette bataille, qu'il y a une conscientisation qui se fait et que l'idée que le nombre qui agit ensemble et qui décide ensemble, c'est une sacrée force pour pouvoir mener cette bataille et d'autres batailles. Et donc moi, en permanence, en tout cas, c'est mon objectif sur le terrain. Et pour ça, il faut qu'il y ait évidemment une forme de confiance. Donc c'est celle que j'ai essayé de gagner dès 2017, avant, mais d'autant plus quand je suis devenue députée en 2017, c'est de gagner cette confiance auprès des gens sur l'idée vous pouvez venir me voir, ou je peux venir vous voir, vous me trouverez pour être au rendez-vous, pour être super déter pour mener ces batailles avec vous. Et vraiment, en tout cas, si j'ai une chose dont à la fin, quand j'aurai arrêté, je voudrais être fière, c'est de ça. C'est que les gens m'aient identifiée comme une personne ressource suffisamment déter pour mener des expériences politiques avec eux et avec elles. Quand je vous ai présenté tout à l'heure, j'ai dit que vos parents étaient syndicalistes CGT. Pareil, je pense que c'est un thème dont on ne parle pas assez quand on a des conversations entre guillemets politiques. Donc là, on sort quand même, en 2023, il y a eu un mouvement retraite hyper massif, largement impulsé par les syndicats, où une force comme la France Insoumise a pu avoir des comportements hyper problématiques, de non-respect absolu, de forces qui sont plus importantes qu'eux à un moment de lutte sociale syndicale. Par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, ils avaient obstrué le vote en plein cœur du mouvement social sur le fameux article 7. L'article 7, alors que les centrales syndicales et les autres partis de la NUPES étaient favorables au vote, et ils avaient décidé tout seuls d'obstruer ce vote. Et globalement, je pense que ça fait partie des grosses critiques qu'on pourrait formuler à l'égard de Mélenchon, qui ne sont pas souvent faites, d'une espèce enfin, il se revendique marxiste, mais un peu de non-respect des syndicats et des luttes qui s'opèrent sur l'espace de travail. Alors, c'est pas juste pour bâcher la France Insoumise et Mélenchon, mais du coup, c'est pour vous poser une question. Serait possible de nous parler, donc on sait que le PC et la CGT historiquement sont assez proches, nous parler un peu des rapports entre partis politiques et syndicats pendant les mouvements sociaux et aussi hors des mouvements sociaux. L'impression que hors les mouvements sociaux, pour le tout venant, même si bon, les gens qui travaillent, ils savent que quand il y a des syndicats qui sont présents sur le travail, ça peut aider. Mais en tout cas, dans l'espace médiatique, on a l'impression que les syndicats, quand il n'y a pas de mouvement social d'ampleur, ils n'existent pas. Donc, il serait possible de revenir un peu sur ces rapports partis-syndicats Ouais. Alors quand même, comme vous avez abordé la partie retraite, CGT, Parlement, j'en dis un mot. Alors à la fois, je ne suis pas pour que les syndicats dictent aux parlementaires ce qu'ils doivent faire. D'accord ? Autant qu'il y ait des liens importants, c'est une chose, qu'on soit à l'écoute, mais à la fin, on a aussi été élus par des citoyens.
Jusqu'alors, il n'y a pas de mandat impératif. Ça ne peut pas être non plus parce que la CGT a dit ou parce que les syndicats ont dit qu'on fait exactement la même chose. En revanche, je suis d'accord pour dire que le fait d'avoir considéré que c'était la France insoumise en direct avec la mobilisation, comme si ce mouvement de mobilisation n'était pas le fruit d'un travail syndical aussi et d'une unité syndicale. Bon, je trouve que là, quelque part, ça dit quelque chose, je crois, d'une stratégie un peu, vous savez, en direct avec le peuple. Moi, je pense qu'on a besoin de médiation. Il y en a qui parlent de corps intermédiaire, ce n'est pas le terme que j'utilise, mais on a besoin de syndicats, on a besoin d'associations, il y en a besoin dans le pays, et je trouve qu'il y a besoin qu'il y ait des citoyens investis dans ces organisations-là. Elles sont particulièrement, je trouve, décisives, à la fois pour créer du lien. C'est des espaces démocratiques aussi, c'est pour ça qu'on dit intermédiaires, mais ce sont des espaces qui permettent la plupart du temps que en Ve République, alors même que les citoyens sont largement dépossédés du pouvoir de décider, c'est des espaces où il y a du pouvoir de décision. Et on voit bien comment Macron a tenté, et parfois réussi aussi, justement à écraser ces médiations-là, écraser ces organisations particulièrement implantées dans le pays. Donc, moi, je ne suis pas pour qu'on enlève le succès de la mobilisation retraite aux organisations syndicales qui y ont joué un grand rôle. Ensuite, sur la partie, sur la question, le lien parti-CGT, bon, moi, je pense que je fais partie d'une histoire ancienne de ce point de vue-là. Mes parents étaient et à la CGT et au Parti communiste. D'ailleurs, ils étaient avant tout syndicalistes. En tout cas pendant la partie de mon enfance. Et en fait, il y avait une forme d'évidence à être et à la CGT et au Parti communiste. On remarque que ce n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui et qu'on doit créer des liens nouveaux. On est dans une forme d'entre-deux puisque pendant un temps, en réalité, on considérait que la politique était au-dessus, le syndicat en dessous, et il y avait un peu un truc hiérarchique, vertical. On appelait ça un lien de subordination, donc le parti parlait et puis les syndicats devaient suivre. Ça ne me convient pas, ça ne convient plus aux adhérents de la CGT ni aux adhérents du Parti communiste ou d'autres partis politiques, même si je vois bien, parfois, justement, dans ce qu'a pu faire à ce moment-là la France insoumise, qu'il y aurait cette tentation de faire primer le politique, et avec une vision descendante vis-à-vis des syndicats. Je pense qu'il faut rompre avec ça, mais qu'en revanche, on a besoin de trouver de nouveaux liens et que ça tarde un peu. Voilà. En revanche, les liens, ils existent évidemment, on se parle en dehors des grandes mobilisations. D'abord, les syndicats, ils existent au quotidien. Je le vois dans ma circonscription, d'abord sur des luttes dont on entend peu parler, mais aussi tout simplement... L'autre jour, je voyais un travailleur dans un hôpital qui avait des soucis avec sa direction. Il a été voir son syndicat parce qu'il y a une permanence de la CGT ou d'un autre syndicat qui vont l'aider dans ses démarches. De la même manière, l'autre jour, je rencontrais une retraitée qui avait un souci pour obtenir des papiers de son ancien employeur. Les syndicats étaient présents. Enfin, c'est aussi sur des trucs très, très concrets où... D'ailleurs, il en faudrait plus des syndicalistes qui permettent de faire ce boulot-là, parce qu'on voit bien que quand il y a cette force-là qui peut être présente, ça aide considérablement des travailleurs et des travailleuses dans le pays. Donc, moi, je vois d'un œil hyper intéressant ce qui a pu être fait, par exemple, au moment de Plus jamais ça, tribune avec des syndicalistes et des associations, qui lie la question sociale et la question écologique. Je crois qu'on devrait réussir à certains moments à ce qu'il y ait et des personnalités politiques, et associatives, et syndicales, qui soient mises sur un pied d'égalité, mais qui soient capables, je dirais, chacun dans leur fonction respective dans la société, à pouvoir trouver des espaces d'unité, parce que la politique, elle n'est pas juste l'affaire des élus ou des responsables politiques. La politique, elle est sociale, elle est culturelle, et donc on a besoin de retrouver et des acteurs syndicalistes, associatifs, des intellos, des travailleurs,
des créateurs, des créatrices, qui participent à des objectifs politiques. Et je pense que c'est parce qu'on arrivera à gagner cette idée-là, que la politique, c'est pas juste l'affaire des organisations politiques, même si elles ont leur part à jouer, leur rôle à jouer, mais qu'il y a toutes les dimensions qui se jouent en politique, les dimensions liées au travail, donc au syndicat, à l'association, à la culture, etc. Et que je pense que c'est par ce type de rassemblement, qui n'est pas juste un rassemblement au sommet d'organisations politiques, mais un rassemblement plus large, au sens plus large, que peut-être on deviendra une force conséquente pour faire face à l'offensive réactionnaire qui est en cours. Ma question suivante, elle est plutôt par rapport aux alliances entre organisations, mais elle est par rapport aux effets que ça a à la base. Donc pour mettre un tout petit peu de profondeur historique, je ne vais pas revenir aux années 70, l'Union de la gauche avec Mitterrand marchait. Là, je ne sais pas si les gens qui regardent la vidéo voient, mais derrière vous, sur le piano, on a mis le programme du Front de gauche. Ouais. Donc c'est le programme du candidat Mélenchon en 2012, mais donc faut bien réaliser que l'immense majorité des gens qui ont milité pour Mélenchon en 2012, c'était des militants communistes. D'une certaine manière, bon, a posteriori, en tout cas, on peut considérer que c'est un peu une OPA sur le PC. En tout cas, on a l'impression que c'est comme ça que certaines personnes l'ont vécu après, avec un peu un ressentiment qui est monté. Mais c'est pas pour parler des tensions qu'il y a pu avoir entre Mélenchon et le PC. C'est plutôt pour essayer d'apporter ça sous un angle un peu plus positif, ou pas. Mais donc vous étiez déjà investi en politique à ce moment-là. Est-ce que vous pourriez nous dire à la fois pour la période Front de gauche et pour la période NUPES, les effets que ces alliances au sommet ont sur la base, et sur la base à la fois militante et non militante, quand on va tracter, faire des porte-à-porte, qu'est-ce qui remonte un peu quand on réussit à créer l'unité? Très clairement, l'unité, c'est une valeur positive dans la population. Les gens, ils aiment voir des gens qui, à la base, n'étaient pas ensemble, se mettre ensemble. C'est peut-être aussi con que ça, pardon, mais c'est une valeur positive. Et aujourd'hui, vous avez... je sais pas, à chaque fois que je vais à une initiative, vous avez forcément une personne qui va me dire quand est-ce que vous vous mettez ensemble. Il y a un côté, je sais pas, je crois que c'est pas du tout une comédie romantique tout ça, mais les gens, ils aiment bien que ça se finisse bien et que les gens se mettent ensemble, quoi. Donc, mais au-delà de ça, je pense qu'en tout cas dans la période actuelle et sur la période NUPES, je veux bien revenir à Front de gauche ensuite, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont conscience de la séquence qu'on vit. C'est pas juste qu'ils trouvent ça beau qu'on soit ensemble. C'est une valeur positive, le rassemblement est une valeur positive, mais il y a conscience aussi du fait qu'il y a un risque fasciste, que l'extrême droite peut prendre le pouvoir en 2027 et que d'ailleurs elle n'a pas forcément besoin encore seulement de prendre le pouvoir, que déjà dans les consciences elle avance à grands pas, et que donc le rassemblement il n'est pas juste joli, il est absolument nécessaire pour permettre de déjouer ce scénario. Il n'est peut-être même pas suffisant encore, mais c'est la base, quoi, je dirais, ce rassemblement. Et ça, je crois que faut jamais prendre les gens pour des cons. Ils ont conscience de la séquence actuelle qu'ils sont en train de vivre, qu'on est en train de vivre. Donc, c'est pas juste beau, ce rassemblement, c'est nécessaire. Ensuite, sur ce que ça infuse chez les militants, alors sur l'expérience Front de gauche, faut voir que c'est le prolongement d'une séquence qui commence en 2005, justement avec la bataille contre le traité constitutionnel européen, où les militants communistes et les militantes communistes sont très très fiers, je crois, de ce qu'on vit à ce moment-là et de l'empreinte que va laisser le Parti communiste sur cette bataille-là. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, je dis juste, il y a un exemple qu'on est toujours fier de rappeler, c'est que Marie-Georges Buffet va donner une partie de son temps d'antenne à d'autres personnalités politiques, d'autres organisations, pour aller défendre le non. Parce qu'on est persuadé que la pluralité va permettre de faire gagner plus largement la bataille du non. Et on a raison en plus, parce que ça fonctionne. L'idée qu'il n'y a pas juste les communistes, il y a aussi des gens qui viennent du Parti socialiste, il y a aussi des gens du NPA. Il y a un éventail à gauche, et pas simplement d'organisations politiques déjà, aussi d'organisations syndicales, d'intellectuels, qui vont aller défendre cette position du non au TCE. Et donc, fort de ça, eh bien, cette expérience, on veut la prolonger. Donc, il y aura l'expérience des comités antilibéraux qui va pas super bien, enfin, qui marche et puis qui marche plus.
Et donc, Marie-Georges Buffet, avec d'autres, va tenter de continuer ce travail-là, et c'est ce qui va créer le Front de gauche. C'est quoi juste les comités antilibéraux? Les comités antilibéraux, donc, là, se fondent un peu partout dans le pays, des espaces où justement il y a des militants du NPA, des militants communistes. C'est la LCR à l'époque. Oui, exactement. Des militants, en gros, toutes celles et tous ceux qui pensent qu'il faut lutter contre le libéralisme, qui sont de gauche et qui veulent lutter contre le libéralisme, et qui cherchent pour 2007 à avoir une candidature commune. Voilà. Il y a cette idée-là. On échoue à ça, sur ça, justement, sur cette candidature commune. Il y a José Bové, qui était une des figures qui voulait se présenter, Clémentine Autain, Marie-Georges Buffet, d'autres. Et puis, on échoue à l'idée de décider ensemble de ça. Et ensuite, donc, il y a le Front de gauche, avec Jean-Luc Mélenchon et d'autres qui quittent le Parti socialiste, qui vont fonder le Parti de gauche. Il y en aura d'autres qui quitteront la LCR et qui aussi rejoindront le Front de gauche. Et donc le Front de gauche, c'est une aventure unitaire dans laquelle les communistes à la base ont cette position un peu hégémonique quand même, mais avec une forme de fierté à être des contributeurs de ce rassemblement-là, et qui ne se sentent pas encore, je dirais, en danger justement sur cette position hégémonique. Et puis, à l'intérieur du Front de gauche, il y a des volontés justement d'ouvrir à une adhésion citoyenne, justement pour pas qu'on soit de nouveau dans un accord au sommet entre organisations politiques. Et puis je crois qu'il y a cette tentation à chaque fois justement de préserver cette hégémonie. Et puis très clairement, il y a des gens aussi qui commencent, des militants en tout cas, qui commencent à se méfier, à se dire on va se faire de nouveau écraser, comme ça a été le cas au moment du programme commun. Moi, je trouve que ça a des effets différents en fonction du terrain, en fonction des villes, en fonction des circonscriptions. Que ça crée, forcément, ça crée des liens entre des militants qui parfois ne militaient pas ensemble, que ceux-là, ils peuvent durer sur des années, mais qu'à l'inverse, peut y avoir des tensions entre militants qui peuvent elles aussi rester et perdurer sur des années. Et que donc si on ne réalimente pas une dynamique unitaire aussi au national, en réalité ça a du mal à fonctionner sur le terrain. Et inversement, si sur le terrain ça ne prend pas, ça a du mal à laisser perdurer une dynamique militante nationale. On l'a vu avec la NUPES, là. Le fait qu'en réalité, ça n'existe presque qu'à l'Assemblée, qu'il n'y ait pas une pression militante pour dire « Regardez, nous, on a plein d'initiatives qui se déroulent sur le terrain et ça marche. Les gens, ils ont envie de continuer à nous voir travailler ensemble. Et en fait, s'il n'y a pas ça, et qu'en même temps, il y a des tensions au niveau national, vous n'avez aucun garde-fou pour que ça pète. » Donc, moi, je trouve que une dynamique unitaire, elle ne peut perdurer, elle ne peut exister que si y a aussi une dynamique militante, voire citoyenne, sur le terrain. Du coup, par rapport à ce que vous dites sur la pression qui viendrait de la base et qui viendrait un peu contraindre les sommets des appareils, moi ça me fait penser, j'étais à Redon, donc c'est entre Rennes et Nantes, en Bretagne, j'ai été rencontrer les militants de la France Insoumise, et donc c'était après les attaques du 7 octobre, et c'était un moment où la NUPES avait déjà implosé, et en fait ils étaient dans le déni du fait que la NUPES ça n'existait plus, et eux ils étaient hyper contents parce qu'ils avaient réussi localement, je crois dans mon souvenir, à faire pas mal d'actions avec les Verts. Et tout ça pour dire, je sais pas tant si la NUPES à la base n'a pas eu quand même des effets positifs, mais en tout cas dans le cas de la France Insoumise, que c'est très difficile de faire pression en fait sur quelque chose qui est pensé, qui est structuré de manière hyper oligarchique. Et du coup, tu sais... Je vous laisse le mot. Hein. Oui, non, mais j'utilise le mot, il n'y a pas de problème. Et du coup, c'est très très compliqué. Moi, je sais que j'ai aussi des camarades qui regrettent le manque de démocratie interne à la France Insoumise. Et en fait, ils ne savent pas trop comment lutter contre ça. Alors, évidemment, c'est pas à moi, non membre de la France Insoumise, de me prononcer sur comment elle devrait s'organiser. J'aimerais pas qu'on vienne m'expliquer comment, moi, dans mon parti, je dois faire ou on devrait faire. D'ailleurs, je me prononce suffisamment en interne dans mon parti
sur des trucs où je suis pas d'accord, donc je garde cette fonction-là et j'ai pas envie que d'autres le fassent. En revanche, ce qui est vrai, c'est que dans le cadre d'un rassemblement et dans le moment où on a pratiqué la NUPES, ce qui est sûr, c'est que d'avoir une organisation dans laquelle il n'y a pas cette délibération militante, oui, parfois ça a posé problème parce que vous ne savez pas quelles sont les lignes de fracture en réalité. Quand vous discutez avec le PS, vous savez que le Congrès a été tendu, vous savez où ils en sont, vous savez pourquoi les Verts ont voté pour Marine Tondelier, donc vous savez sur les européennes ce qu'ils en pensent. Ils ont démocratiquement aussi désigné Fabien Roussel, donc ça dit quelque chose aussi de là où en est le PC. Pour la France Insoumise, dans le cadre de la NUPES, en dehors des voix de la direction, donc de celle de Jean-Luc Mélenchon via soit son site, via Twitter, via ses passages médias, mais ensuite avec ses relais qui peuvent être soit Mathilde Panot, soit Manuel Bompard, soit d'autres, en réalité vous avez leur voix et c'est plus compliqué de savoir quelles sont justement ces lignes de fracture, ces grands consensus ou non. Et donc ça, j'en parle et je m'autorise à en parler parce que ça a pu être compliqué, ça a pu compliquer ce travail justement pour faire avancer la NUPES. Non pas pour donner des leçons à comment ils doivent s'organiser, mais en revanche, évidemment, je suis une militante attachée au fait qu'il y ait une démocratie interne dans mon organisation. Elle est améliorable dans la mienne, mais elle existe. J'avais dit qu'on ne parlerait pas trop d'union de la gauche pour ne pas faire doublon avec Backseat, mais je suis obligé, je me sens obligé de rebondir par rapport à un mot que vous avez utilisé. Vous avez dit l'union c'est nécessaire. Moi, ce que j'observe, c'est que Mélenchon en 2017, il est soutenu par le PCF. En 2022, c'est plus le cas. Et que les deux fois, il n'est pas au deuxième tour à 600 000 et 400 000 voix près. J'observe que la NUPES, elle est permise par le score hyper hégémonique et écrasant de Mélenchon, et que sinon, l'union, elle ne se serait pas du tout faite en ces termes-là. Et du coup, je pense que le constat est quand même relativement simple. C'est quand même que c'est une union, c'est pas pour dire que c'est une union qui est contre nature, mais le PS, le PS, ils étaient au gouvernement en fait, de 2012 à 2017. Ils ont une politique hyper néolibérale, hyper autoritaire. Macron, il est issu de cette période-là, directement. Les Verts, on a un peu du mal à les situer. Du coup, là, j'en viens aussi au sujet dont on ne parle pas depuis un certain temps, mais le PCF de Fabien Roussel. Bon, c'est un peu réducteur de le présenter comme ça, parce que le PC, ça reste une grosse machine avec beaucoup d'élus, beaucoup de militants. Mais de fait, sa tête parlante, et pour beaucoup de Français, le PCF, c'est Fabien Roussel qui va s'exprimer sur BFM et ailleurs. Du coup, j'en viens au PC. Et quand vous dites l'union, elle est nécessaire. Bon, moi déjà, je suis pas certain que l'union, elle soit absolument nécessaire, sans être un anti-unioniste. Mais je pense que les scores de Mélenchon 2007 et 2022 le montrent aussi. Et peut-être pas sous-estimer le fait que, alors encore une fois, je dis ça comme ça, j'ai rien lu dessus ou quoi, mais le fait que quand il y a des partis comme le PS qui restent hyper connotés à raison pour beaucoup de gens, des classes populaires et pas que, comme un parti de droite et bonnet blanc et blanc bonnet avec la droite, que en fait quand ils participent à l'alliance, et bah, c'est pas forcément du bien. Il ne faut pas que le voir d'une manière d'un ajout. Je suis le fil de votre question. Non, c'est pas grave, mais je finis rapidement pour juste essayer de rien perdre. Sur le PC. Donc moi je suis pas là particulièrement pour bâcher Roussel. Ce que j'observe, je suis à la dernière fête de l'UMA, et c'est qu'il y a beaucoup de gens qui spontanément ont commencé à chanter « Non, Fabien Roussel n'est pas un camarade ». Voilà, c'est quelqu'un qui clive beaucoup à gauche. C'est pas un mystère. On a l'impression qu'il a une grande relation d'amour avec la police. Il a des propos plus que limite. En fait, il a des propos hyper choquants par rapport aux migrants. Par rapport aux étrangers, par rapport à la politique de la France, par rapport à ça, une dimension un peu nationalisme dans le pire sens du terme. Je parle même pas de la charcuterie, des machins, des bidules. Anti-wokiste virulent. Enfin, voilà, il a une ligne quand même... Vous avez envie que je me fasse des amis, vous? Non, parce que c'est moi qui m'exprime. Ok. C'est moi qui m'exprime. Moi, ma question, c'est pas tant par rapport à Roussel. Alors, ma question, du coup, elle serait double. C'est cette alliance avec des acteurs qui ont quand même des lignes très différentes. Est-ce que finalement
c'est si bien que ça. Et la deuxième, c'est est-ce que ce serait possible, sans nous dévoiler des choses qui pourraient être utiles au RG, de revenir un peu sur l'organisation du PC, qui pour les non-membres du PC semble assez opaque, encore une fois tellement centré sur la figure de Roussel qu'on Ok. en oublie un peu. Bon, d'abord, je vais peut-être commencer par justement sur Fabien Roussel. Euh, sa désignation comme secrétaire national en 2018 par les communistes a été une désignation, comment dire, presque sans appel, très forte, qui reposait sur plusieurs choses, à la fois une critique de la direction sortante, mais je crois aussi une critique assez forte des choix en matière d'unité, justement. Que je n'avais pas d'ailleurs forcément vu venir avec cette force-là. Pour dire les choses très très concrètement, beaucoup de communistes liaient de manière assez évidente leur affaiblissement avec deux choses, à la fois le fait de ne plus présenter de candidat à l'élection présidentielle et par là même, deuxième chose, le fait que ce soit Jean-Luc Mélenchon qui ait été candidat et qu'il ait eu des mots durs vis-à-vis des communistes. Donc il y a une forme de ressentiment qui était très fort et que Fabien Roussel, avec d'autres, a su capter et incarner. Et donc, c'est quand même, sa feuille de route, c'est quand même globalement de faire exister le PCF, de sauvegarder l'appareil et donc de le faire vivre de manière forte sur la scène médiatique pour qu'il ait de nouveau une audience nationale. C'est quand même ça. Enfin, je le dis pour que ce soit, parce que les gens ne suivent pas forcément nos congrès, mais très concrètement, il y a cette idée de un nouvel âge pour le Parti communiste, et la promesse faite, on va dire, par Fabien Roussel, c'est de le faire exister de nouveau sur un plan national. Ce qui, pour une part, je dirais, le contrat est à moitié rempli. C'est-à-dire que ce qui est vrai, c'est qu'on entend un peu plus parler, je ne sais pas si c'est du Parti communiste, mais en tout cas du secrétaire national du Parti communiste. Il est plus connu aujourd'hui que ne l'était le précédent. Pour ça, moi, il y a un truc que je conteste fort, c'est la stratégie choisie, qui est celle de, quelque part, aller chercher chez tous les médias, et je dirais y compris, et forcément, vu aujourd'hui la concentration des médias, c'est forcément d'abord des médias néoconservateurs. Et donc, pour les séduire, parfois, il faut jouer le jeu, quoi. Pour qu'ils vous réinvitent et que vous deveniez aussi une forme de star médiatique. Donc je dirais être présent sur la scène nationale, à quel prix ? Et donc ce prix, j'ai l'impression que c'est un prix coûteux pour les communistes. C'est celui, quelque part, parfois, je le dis comme ça, de renier certains de ce qu'on appelle les fondamentaux, de ne pas être suffisamment déter quand il faut s'affronter aux réactionnaires et d'aller draguer certaines franges qui, pour les séduire, ou en tout cas pour aller les chercher, j'aime pas ces expressions, mais en tout cas pour aller les emporter, être prêt à revenir sur certaines de nos propositions ou à carrément faire l'inverse. Donc je remets ça en perspective pour dire de quoi Fabien Roussel, finalement, est aujourd'hui le nom. Qu'est-ce que ça charrie aussi chez les communistes. Et ensuite, il y a eu cette fameuse promesse, alors je ne sais pas si c'était une promesse ou un constat, mais vous savez, on a entendu PCF is back, parce que d'un seul coup, Fabien Roussel est dans les médias, parce qu'il a de la notoriété, parce que les gens l'aiment bien. Sauf que moi, je regarde toujours deux choses pour vérifier ça. C'est est-ce que dans la société, les idées communistes ou les idées portées par le Parti communiste sont plus présentes ou non dans le débat public ? Je ne le vois pas. Deux, est-ce qu'à des élections, ça fait naître une forme d'engouement pour porter haut les figures qui incarnent le Parti communiste ? La réponse est non. Ou est-ce que ça fait venir plus d'adhérents au Parti communiste pour renforcer notre organisation et mener la bataille seul ou avec d'autres ? Non plus. Donc, pour le moment, ce que je vois, c'est que cette promesse, pour ça je dis à moitié remplie, elle fait exister le secrétaire national du Parti communiste. Elle ne fait pas, à mes yeux, augmenter les idées communistes dans la société, alors que, comme militante et comme députée, c'est en tout cas ce que je cherche. Ça, c'était
votre question 2, auquel j'ai répondu en premier. Sur la première partie, moi je dis l'unité elle est nécessaire, mais elle est insuffisante. Pourquoi elle est nécessaire? Elle ne l'est pas toujours en soi. Il m'est même arrivé dans le passé de me moquer de gens qui criaient unité comme ça sans qu'il y ait de sens. En revanche, je pense qu'on vit une séquence politique dans laquelle l'unité est un impératif. Je disais tout à l'heure qu'on vit une séquence où le risque fasciste est extrêmement fort. Peut-être faut l'argumenter pour le dire. C'est pas simplement, même si moi ça me fait flipper tous les jours de voir les sondages extrême droite très très hauts, de voir qu'il y a 88 députés RN à l'Assemblée nationale. C'est aussi une société dans laquelle toute forme de protestation progressiste, même pas révolutionnaire, peut voir s'abattre sur elle une forme de répression violente. C'est de voir aussi que peut y avoir une résurgence d'attaques et d'agressions racistes dans la société. Tout ça et de voir aussi que les alternatives dans cette même période donnent peu d'espoir à voir émerger, quoi. Donc tout ça, pour moi, c'est des signes quand même et pas que pour moi, hein, il y a suffisamment d'intellos qui ont donné ces indicateurs-là, une société pré-fasciste et dans le même temps une extrême droite en capacité de prendre le pouvoir en France, comme elle le fait dans de très nombreux endroits du monde. Donc si on veut pouvoir riposter à ça, bien sûr, vous avez raison, il y a Jean-Luc Mélenchon, et c'est pour ça que je l'ai soutenu à 2 élections présidentielles et que je me suis battue en interne de mon parti pour qu'on le fasse, qui a été capable, au fur et à mesure, de faire monter haut la gauche de transformation sociale. Très bien, alors continuons ce travail pour que non seulement on soit haut au premier tour, mais qu'on soit en capacité de gagner le deuxième. Et pour ça, ce que je crois, c'est qu'on a besoin de rayonner plus largement. Donc il faut des forces de la gauche de transformation sociale, et je pense qu'il faut qu'elles soient très fortes dans ce rassemblement. Mais je pense que quand on veut pouvoir mener ce combat, qui n'est pas peut-être le combat le plus révolutionnaire de notre vie, mais qui est un combat, à mon avis, essentiel si on veut garder en tête un objectif révolutionnaire, eh ben, il faut d'abord faire en sorte que les fachos ne prennent pas le pouvoir. Et pour ça, c'est pour ça que je répète, il y a un impératif d'unité pour rayonner plus largement, pour pouvoir gagner. Ensuite, l'unité ne suffira pas. Il y a une élaboration, un travail d'élaboration politique à mener dans l'unité. Pour moi, on ne peut pas juste espérer gagner en disant « c'est bon, on a les 658 propositions de la NUPES ». Ça ne suffit pas. D'abord, il y a un récit de gauche à installer. Il faut pouvoir dire des choses sur tout un tas de choses qui sont un peu en basculement aujourd'hui dans notre pays. On ne peut pas répéter les mêmes choses ad vitam aeternam. Je veux dire, sur le travail, je pense qu'on a un très gros boulot à fournir. Bien sûr qu'il faut dire qu'il faut de meilleures rémunérations. Bien sûr qu'il faut dire qu'il faut un SMIC plus haut. Bien sûr qu'il faut indexer les salaires sur l'inflation. Mais on voit bien que pour des pans entiers de travailleurs dans le pays, il y a cette question qui est mêlée à une autre. Je veux dire, on en connaît tous des gens, et pas simplement renvoyer cette question à une question de bobo, le sens au travail. Le sens au travail, il est vrai pour plein de gens, il n'est pas vrai que pour des gens qui ont des métiers intello. Je veux dire, quand on travaille, et c'est pas qu'au privé, quand on travaille dans une administration et qu'on est catégorisé, et qu'il y a des administrations dans lesquelles, aujourd'hui, par des choix politiques, on vous demande de faire des choses contraires à celles pour lesquelles vous vous êtes engagé dans ce travail-là, c'est dur aussi. C'est pas simplement parce que vous avez un boulot dans lequel vous n'êtes pas écolo et que ça vous pose un problème éthique. Et quand je dis ça, en plus je ne méprise pas cela parce que, je le redis, je déteste le bashing bobo parce que c'est juste une manière encore de diviser les travailleurs et les travailleuses. Donc je ne m'y livrerai pas. Mais en revanche, je pense que sur cette thématique précise, la gauche a du travail à fournir pour pouvoir dire quel peut être l'horizon, et un horizon rapide. C'est vrai, on est là, les gens ne voient pas, mais on est là devant des chantiers entiers de logement. C'est quoi l'avenir du logement, de la ville de demain ? On a plein de questions comme ça sur lesquelles je pense qu'on peut apporter un récit émancipateur, ou en tout cas le fait que la gauche ne serait pas à la ramasse de tous ces sujets-là.
Donc l'unité, un impératif, pas suffisant, on a du travail, mais autant le commencer tôt, si on veut justement pas être à la ramasse. Vous parlez de la fascisation de la société, j'entends bien. Vous n'utilisez pas le mot police. Pour moi, il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. Mais oui, c'est vrai, j'ai parlé de répression. L'acteur police, et encore une fois, c'est pas pour recommencer à bâcher Roussel, mais l'acteur police, il a quand même un rôle assez prépondérant là-dedans. Moi, personnellement, ma plus grande crainte si le Rassemblement national arrive au pouvoir, c'est vraiment que ça se transforme en état policier, encore plus que c'est aujourd'hui. Et voilà, les Stormtroopers, ils sont là et ils sont vénères. Alors, je vais juste rebondir sur quelques trucs que vous avez dit, et puis je vais vous reposer la question que j'avais posée à la toute fin du truc, mais vous répondez ou pas. Oui, alors sur les choix un peu de Roussel qui rendrait son discours un peu plus réactionnaire pour pouvoir aller sur BFM. Bon, j'ai envie de prendre un contre-exemple, c'est que Mélenchon, il est invité sur les médias réactionnaires en tenant pas un discours réactionnaire, donc tu peux aussi réussir à cliver en ayant un discours justement hyper de gauche. Je pense qu'il y a d'autres stratégies. C'est une stratégie qui a une forme d'efficacité très rapide quand vous n'êtes pas très connu. Jean-Luc Mélenchon, ça fait quand même 40 ans qu'il est en politique. Bien. Mais je ne disais pas que je validais cette stratégie, qu'on soit d'accord. Je l'explique. J'entends, ça en permet aussi un peu comme avec Ruffin d'ailleurs, de jouer Roussel ou Ruffin contre Mélenchon, quoi. On va le faire de manière courte. Alors juste un autre truc sur Roussel, puis après j'arrête sur lui. Moi je me souviens quand même après les élections législatives, donc la Macronie avec la majorité relative, il avait dit qu'il était ouvert à rejoindre un gouvernement d'union nationale. C'est-à-dire, c'est pas juste quelque chose de l'ordre de la stratégie pour exister. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose d'hyper problématique pour la gauche. Non, mais je conteste. Je conteste. Comme communiste, et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'avec d'autres communistes, on a fondé ce qu'on appelle Alternative Communiste, qui est un collectif qui souhaite justement pouvoir travailler sur les idées communistes et pouvoir aussi se mettre en lien avec d'autres organisations, avec d'autres collectifs, parce qu'on a le sentiment, et pas que le sentiment, qu'aujourd'hui, par ses prises de position, le PCF se coupe aussi de tout un tas de luttes, de tout un tas de collectifs qui sont présents dans la société ou qui émergent, tout simplement parce que ces prises de position ne correspondent pas à ce que portent ces collectifs progressistes, révolutionnaires, parfois même réformistes, mais que ça nous éloigne en tout cas de tout ce qui est en lutte et en progrès dans la société. Donc, c'est peut-être parce que je crois que je l'ai suffisamment dit que je ne vous le répète pas. Et puis, pour dire les choses comme ça, en fait, moi, je n'ai pas envie que mon combat politique il se limite à une bataille interne vis-à-vis des choix de Fabien Roussel. Quand il fait des choses bien, j'en suis très contente. Je me dis tant mieux si les idées communistes sont bien portées. En revanche, ce qui est vrai, c'est que quand il fait des sorties à limite réac, je me dis pas tiens, je vais lui sauter dessus. La première réaction, c'est que j'ai mal au bide. Parce que comme militante, si je me lève chaque matin, si je bataille, si machin, c'est parce que j'ai envie de porter ces idées-là dans la société. J'ai envie de les porter avec d'autres. Donc quand ça nous coupe de cet élan-là, d'abord, ça me fait mal au bide. Donc peut-être fallait que je le redise. Mais en revanche, voilà, je peux pas passer mon temps, j'ai pas envie et je peux pas passer mon temps à faire ça. Parce que sinon, je m'éloigne justement des expériences politiques à mener avec les habitants. Je m'éloigne aussi de tout un tas de gens, de militants communistes qui, eux, parfois, ils n'aiment pas qu'on critique Roussel parce que pour eux, quand on critique Roussel, on critique le Parti communiste d'abord. Donc, je m'éloigne aussi d'eux et j'ai pas envie parce que putain, on n'est pas suffisamment nombreux aussi pour s'éloigner de trop de monde, quoi. Donc voilà. Mais s'il fallait le dire. Non, moi j'entends bien. Je cherchais pas du tout à vous justifier ou quoi que ce soit. Non, je comprends, mais parfois il y a des espaces pour le dire. J'ai l'impression que celui-là est plutôt choisi parce qu'on me laisse parler et que voilà, comme on dit, c'est plutôt un espace sûr pour pouvoir le faire. Mais devoir faire de l'analyse de sa propre communication, de ses propres prises de position, il y a un petit côté pathétique des fois, donc j'essaye de ne pas m'y livrer trop souvent, mais peut-être que c'était l'espace pour le faire. Il y a un côté fauteuil psychanalyse.
me dis que c'est votre tragédie, quoi. Si vous êtes député communiste aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous ramener automatiquement à Roussel. On met Roussel de côté, on oublie Roussel. Vous avez dit deux choses que je trouvais intéressantes, sur lesquelles je voulais rebondir. Vous avez dit que les communistes et l'élection de Roussel, mais en tant que symptôme, représentaient quelque chose de l'ordre de la volonté de sauvegarder l'appareil. Alors moi, je voulais vous poser la question, un peu au niveau des chiffres, et puis au niveau du ressenti des militants. Est-ce que la période alliance avec Mélenchon, donc au sens un peu long, qui commence en 2009, enfin 2010, puis qui finit en 2017. C'est plus dur de dater. Est-ce que ça fait si mal que ça à l'appareil communiste? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième remarque, c'est, vous disiez que c'était par rapport à une critique de la direction sortante. Elle serait possible très rapidement? Ok. Est-ce que ça fait du mal? Nos expériences... En fait, je traduis votre question par est-ce que nos expériences de rassemblement nous ont fait du mal? Non. Enfin, moi, j'ai le sentiment qu'on est jamais aussi meilleur. Je ne sais pas si la phrase... en fait, on est à chaque fois meilleur quand on est justement dans des phases de rassemblement. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça crée de la dynamique militante. Aussi parce que justement, il y a une émulation en réalité. Il y a l'envie de montrer qu'on est là aussi, de pouvoir défendre ses propositions, de les faire valoir. C'est aussi des moments de confrontation entre militants, mais elle est positive, cette confrontation. En fait, ça nous rend plus exigeants avec nous-mêmes la plupart du temps. Et puis, c'est des moments où aussi, électoralement, ça crée des dynamiques. Enfin, ça a été le cas sur plusieurs élections quand même. Je veux dire, les communistes, en 2007, ils vivent une expérience, c'est la présidentielle où c'est Marie-Georges Buffet qui est candidate. On fait 1,93. Enfin, c'est un moment, je veux dire, les militants, ils ont mené une campagne d'arrache-pied, etc. Pour certains, ils sont communistes depuis des dizaines d'années, ils nous ont vus avec des scores hyper hauts, et là, c'est 1,93. Donc, il faut se rappeler qu'on sort de cette séquence-là. C'est pour ça que moi, quand au Congrès, en 2018, on vient expliquer que c'est parce qu'on n'est plus candidat aux élections présidentielles qu'on s'est affaibli, non. Enfin, je veux dire, l'affaiblissement, il a lieu et avant, et il continue. Il continue encore aujourd'hui. Je veux dire, depuis la dernière consultation des communistes en 2019, enfin, depuis la consultation des communistes en 2019 et celle qui vient de se produire là, sur les élections européennes, il y a 7000 cotisants en moins. C'était vrai avant, cet affaiblissement. C'est-à-dire que Fabien Roussel, sur sa promesse, la direction, sur sa promesse, on va faire revenir du monde parce qu'on aura un candidat à l'élection présidentielle. Non seulement on ne fait pas un score important à l'élection présidentielle, on fait un très mauvais score en 2022, mais en plus, ça ne fait pas revenir du monde. Il y en a qui, j'en ai entendu dire, si, il y en a eu, il y a eu des réadhésions. Alors, sur 5 ans, c'est 7000 en moins, et sur les 6 derniers mois, c'est 500 en moins. Donc, c'est un affaiblissement continu. Et tout ça est désespérant. Parce que quand on est dans une phase comme celle actuellement, il y a besoin de militantes et de militants. Du Parti communiste ou d'autres organisations qui veulent être déter face à l'offensive réac, qui veulent voir des droits nouveaux pour les salariés, pour les citoyens, etc. Donc tout ça est une... tout ça va... Pour moi, c'est une mauvaise nouvelle, mais en revanche, expliquer que c'est juste parce qu'on présente un candidat à l'élection présidentielle que ça va marcher, ça ne fonctionne pas. Et donc, l'idée de la sauvegarde de l'appareil, c'est ça. C'est... s'il n'y a pas de... Ça part d'une idée. S'il n'y a pas de parti communiste, alors il n'y a pas d'idées communistes dans la société qui peuvent être développées. D'abord, je le dis très honnêtement, ça peut se questionner, ça. Parce qu'on pourrait considérer qu'il y a plusieurs organisations qui font vivre les idées communistes. Bon. On a fait ce choix, et moi, je considère que je me sentais bien avec cette idée-là. Je me sentais bien et je me sens bien à partir du moment où l'idée principale, c'est pas la sauvegarde de l'appareil, mais que c'est bien un outil pour militer et pour faire vivre ces idées communistes dans la société. Pas où ça devient l'objectif en soi de faire de la sauvegarde. Et donc pour ça, on est prêt à tout pour qu'il y ait un dirigeant qui soit connu, pour qu'on passe dans les médias et tout ça. Et donc
peut-être sur la contestation de la direction précédente. D'abord, il y avait très certainement un jugement de la personne comme n'étant pas assez médiatique, comme n'étant pas assez, pas assez médiatique. De la personne, du coup, c'est C'était Pierre Laurent, comme le jugeant comme étant trop passif. Et ensuite, il y avait la critique en creux. C'était aussi que c'était celui qui avait quelque part accompagné le soutien à Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Donc, que c'était cette direction-là qui... Vous savez, il y a une expression que j'ai entendue mais que j'ai entendue plein de fois et qui m'horrifie, qui venait de militants et de militantes communistes, qui disaient ouais, en fait, c'est une direction qui a baissé la culotte devant Mélenchon. Cette expression, elle est horrible, mais alors vraiment, parce que je la trouve sexiste à souhait, sexiste, homophobe, au choix, on ne sait pas, mais à souhait. Et ensuite, parce que ça dit quelque chose de la manière dont on conçoit le rassemblement aussi, comme le fait qu'il n'y a que du rapport de force. Et d'ailleurs, c'est aussi quelque chose que j'ai dit parfois aux militants de la France Insoumise. On ne peut pas concevoir le rassemblement comme... on ne peut pas le pratiquer tout le temps dans le rapport de force. Je suis lucide, je ne suis pas une fille naïve. Bien sûr qu'il y a toujours ce moment où vous faites valoir ce rapport de force, vous avez envie que vos idées, que votre collectif politique, votre organisation, elle soit plus haute, qu'elle soit bien représentée dans le cadre électoral, etc. Mais si on pense que dans la période, on peut jouer à ça, on peut penser que ce qui est le plus important, c'est qui va être hégémonique, qui va être le premier à telle élection, etc. Je note pas l'importance de tout ça, mais si on pense qu'on ne regarde que ça, alors on passe à côté de notre responsabilité historique dans la période pour faire face à la montée de l'extrême droite, à la fascisation de la société. Et là, c'est grave. Et là, je comprends qu'il y ait des gens qui disent « Ouais, mais alors c'est que des égos ». Je ne sais pas des fois quoi leur répondre aux gens qui me disent ça, parce que c'est pas vrai. C'est pas complètement vrai. Il n'y a pas qu'une guerre des égos. Il y a aussi des affirmations politiques, des choix, des orientations politiques qui comptent et que les gens défendent avec détermination. Et c'est important de pouvoir le faire. Mais en revanche, si on pense que c'est ça d'abord qui est important et que c'est plus important d'affirmer sa position, de la faire gagner sur les autres, de savoir qui va être devant dans la course des petits, etc., alors oui, là, je pense qu'on passe à côté de notre responsabilité historique et que franchement, que ça désespère des gens, je comprends. Alors juste pour une micro-précision, pour les gens qui regardent la vidéo, quand vous dites la critique de la direction sortante Pierre Laurent qui aurait beaucoup accompagné l'Union, oui. Voilà, pour la candidature en 2017, il faut se rappeler que les cadres du PC avaient déjà voté contre le fait de soutenir Mélenchon et que c'est les militants qui avaient décidé de se rattacher à ça. Oui, après, on peut dire quand même qu'en dehors de ce temps de la conférence nationale où les cadres, ou la direction, mais des cadres du parti, votent contre le soutien à la candidature de Mélenchon. Entre deux, il y a aussi des prises de position de Pierre Laurent qui, à tout un tas de moments, vont continuer le travail avec Jean-Luc Mélenchon, avec les militants quand c'est le PG ou quand c'est la France Insoumise, et qu'il n'a pas été en permanence hostile à ce rapprochement-là. D'accord. J'avais des critiques aussi à lui faire, à Pierre Laurent. Je crois que j'ai jamais été totalement légitimiste dans ce parti, donc j'avais aussi des critiques à faire et j'avais des textes alternatifs. Mais disons qu'ils n'étaient pas de même nature qu'avec Fabien Roussel. Peut-être un jour ce sera vous la bosse, hein. Alors, sans guerre d'ego, au niveau de la ligne politique, on ne sait jamais. Ouais, je le dis comme ça assez tranquillement. Aujourd'hui, je mène moins la lutte en interne. Je pense que ma question est plus... D'ailleurs, je ne me suis jamais présentée, peut-être faut le dire, sur les listes alternatives au Congrès, je ne me suis jamais présentée pour pouvoir être secrétaire nationale. Je pensais qu'il y avait d'autres gens qui pouvaient remplir cette fonction, mais aussi parce que, très concrètement, aujourd'hui, j'ai du mal à croire qu'on va bouger les choses en interne. Et quand on fonde Alternative Communiste avec Patrice Leclerc, avec d'autres, c'est pas notre ambition. L'idée, c'est vraiment de pouvoir mener ce travail avec celles et ceux au PC qui auraient envie de se barrer, avec celles et ceux qui sont déjà partis, mais qui ont envie de mener un travail d'élaboration politique et de lien avec d'autres forces. Et donc, c'est pour ça qu'on l'a fait, pas tellement
pour pouvoir constituer une force qui va mener une bataille interne. Voilà, pour être très transparente. Alors, je vous pose une dernière question. Donc le PCF, c'est un parti qui a une grande histoire, qui a une histoire compliquée, complexe. Là, dans l'entretien, le mot communisme, idée communiste a beaucoup été utilisé. Je vais me mettre un peu dans la peau d'un journaliste de CNews. Mais pourquoi continuer? Pas ça. Non, mais C'est très violent. mais parce que c'est une vraie interrogation stratégique, que le mot communisme il continue à charrier de manière marginale un imaginaire positif. Mais pourquoi continuer à utiliser le mot communisme, quand il y a eu les expériences qu'il y a eu au XXe siècle? Enfin, moi, c'est une vraie interrogation. Même si on peut toujours dire, oui, mais moi j'ai lu Marx, et moi j'ai lu machin, et le communisme, ça n'a rien à voir. En fait, quand on sait que pour 95% de la population française, quand on utilise ce mot-là, ça fait penser à l'URSS, ça fait penser à Mao Tse-tung, ça fait penser à Pol Pot. Alors, non, mais c'est drôle parce que c'est un débat qu'on a mené aussi en interne du PCF pendant un temps, où on disait que peut-être il fallait changer le mot. Franchement, sur cette question, je pense que j'ai eu plein d'avis. Voilà, il faut le dire, hein, des fois dans la vie politique, c'est bien, ça nous arrive de changer d'avis sur certaines questions. Moi, à l'époque, un peu comme vous, je me disais ça charrie trop d'images négatives. Voilà. Et que finalement, il n'y a que les militants très attachés à l'idée qui continuent de lui donner une image positive, et elle est trop marginale. Moi, je pose la question seulement. Ouais, non, mais j'entends. Mais en tout cas, je partais de ce constat-là aussi, et donc je me disais, il faut changer. Bon, d'abord, on m'opposait, et c'était pas complètement faux, vous pourrez changer de nom, on dira toujours que vous êtes des communistes, parce que vous allez défendre ces idées-là. Donc, de toute façon, vous changerez de nom, et en vrai, on dira toujours les anciens du PCF ou les anciens communistes, c'est pas totalement faux. Ensuite, ça rattache aussi, et c'est vrai, à une histoire qui est... même si on a du mal à la mettre celle-là en avant, mais qui est aussi l'histoire du mouvement ouvrier, de la résistance, de tout un tas de conquêtes, pour aussi d'ailleurs marquer l'idée qu'il y a un déjà-là communiste dans la société. Là, je renvoie peut-être à Bernard Friot, si certains ont envie d'aller pousser cette question-là, mais il y a du déjà-là. Et donc, s'il y a du déjà-là, il faut quand même pouvoir le nommer, et donc, pour nous, c'est le terme de communisme qui le nomme le mieux. Et puis ensuite, je me suis dit aussi que c'était quand même... toute la question des communs est quelque chose qui est revenu en force aussi dans le débat d'idées. Quel commun entre nous? Est-ce qu'on gouverne par les communs et par les besoins? Donc, je me disais quand même, ça a une forte actualité dans un moment où la question du partage, des communs, des décisions communes, etc. a de l'importance. C'est quand même dommage de se priver de ce beau nom de communisme dans cette période-là. Ensuite, il y a peut-être un autre truc, c'est qu'en réalité, ce que je crois profondément, au-delà du nom, c'est que si on veut lui ôter cette image négative, alors il faut l'alimenter, le nourrir profondément d'images positives et de pouvoir lui donner de l'actualité et de la modernité. Et que c'est ça qu'on a devant nous. Et que c'est pour ça, moi en tout cas, que je continue de me revendiquer comme communiste et comme adhérente du PCF, en tentant en permanence de donner de l'actualité, de la modernité, de la perspective à ce mot de communisme. En tout cas, c'est plutôt la mission que je me fixe, plutôt que celle d'essayer de trouver un nouveau nom qui, en réalité, de toute façon, ne nous fera pas échapper à notre histoire et à ses versants profondément négatifs. Le terme est même l'euphémisme, quoi. Donc, comment on alimente, comment on nourrit plutôt de l'avenir. C'est plutôt comme ça, en tout cas, que je regarde le mot aujourd'hui. Merci Elsa Faucillon. Merci à vous.